Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau TV de la French Fab, ici au Salon Global Industrie à Villepinte, en région parisienne, avec une première séquence sur un sujet stratégique et d'avenir, Cap Afrique et les opportunités de co-industrialisation pour les industries françaises. Parce que pendant longtemps, c'est vrai que l'Afrique a été vue comme une terre d'export, mais aujourd'hui, le paradigme a changé profondément. On parle de produire ensemble, de structurer des filières et aussi de co-investir. Et surtout, point clé, c'est que cette dynamique ne se fait pas que dans un seul sens, on va le voir, avec nos invités du jour. Arnaud Floris, bonjour. Vous êtes donc Head of Africa chez BPI France et à vos côtés, Abbas Badreddine, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Citus Holding et vous êtes un industriel ivoirien. Et vous êtes ici pour témoigner justement de votre expérience. Et on va commencer quand même par quelques éléments de contexte avec vous, Arnaud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand on parle de Cap Afrique chez BPI France, de quoi on parle concrètement ? Merci beaucoup Marie-Hélène, on est absolument ravis avec Abbas d'être ici ce matin, fraîchement débarqué d'Abidjan. Oui. Et je voudrais... Alors, Cap Afrique ou Passion Afrique, je ne sais pas, tellement le continent dans son ensemble est au cœur des priorités de BPI France depuis l'élargissement du mandat à l'export et le développement des activités, enfin son accélération depuis l'international en 2017. Mais je voudrais commencer, si vous le permettez, par passer un petit coup de gueule et enfoncer peut-être une porte ouverte pour certains. C'est que encore trop souvent, depuis l'Europe et depuis la France, on a tendance à avoir une vision de l'Afrique comme un grand bloc homogène, compact, uni par une géographie et des défis qu'on croit communs. Et on en oublie très souvent qu'il n'y a pas une, mais il y a des Afriques qui se croisent, qui se répondent, qui parfois s'ignorent et souvent s'inspirent. L'Afrique où règne encore la tyrannie du cash, l'Afrique des marchés financiers en gestation et surtout l'Afrique des hubs industriels en devenir et dont certains sont déjà très solides. Je pense à l'Égypte, je pense au Maroc, je pense au Nigeria, je pense à l'Afrique et à l'Afrique du Sud. Donc autant d'Afrique qui avancent en parallèle à des vitesses différentes mais qui sont toutes traversées par une onde de fond qui est très puissante, qui est la volonté d'industrialiser. Et ça, c'est un fait majeur. Est-ce que ce sont ces pluralités finalement qui font de l'Afrique ou des Afriques, comme vous l'avez spécifié, qui font que ce pays est justement un pays stratégique à l'heure actuelle pour les industries françaises ? Alors un pays et surtout un continent. Oui, un continent qui est très varié, mais absolument. Et il y a vraiment un momentum très fort qui est porté par différents facteurs. Et j'en citerai trois qui convergent très fortement à l'heure actuelle. Le premier, c'est quand on prend le continent dans son ensemble, c'est un marché à l'heure actuelle de 1,3 milliard de consommateurs, dont l'âge médian est autour de 19 ans. 2,5 milliards à l'horizon 2050. En 2025, vous avez plus d'une vingtaine de pays qui ont passé les 5% de croissance. Dans ces pays-là, vous en avez 5 qui ont passé les 7% de croissance. Donc c'est véritablement maintenant en 2026 le continent, la région du monde avec le plus gros potentiel de croissance en matière de la demande. Et tout ça, c'est un formidable terrain de jeu pour l'industrie française, pour les industries françaises. Le deuxième facteur, c'est aussi la création et l'accélération de la zone interafricaine de libre-échange, la fameuse ZLECAf, ratifiée par 49 pays. C'est la zone économique ratifiée par le plus de pays au monde. Alors, on ne va pas se mentir, les progrès sont assez longs sur l'opérationnalisation, mais à terme, ça deviendra un jour une réalité. Et donc un marché commun de cette taille, c'est sans précédent. Et donc une PME française demain qui s'implante en Côte d'Ivoire, potentiellement j'y vais avec Abbas, on pourra y venir, ou ailleurs sur le continent, en Zambie, peu importe, aura accès à ce large marché. Et le troisième facteur, c'est que en tant que francophone, en tant qu'entrepreneur, dirigeant d'entreprise français, les liens culturels restent très forts dans une vingtaine de pays francophones. Et tant bien même la concurrence, elle augmente, la première condition pour faire du business, c'est de se comprendre et de s'entendre. Et donc ce socle commun, il est très fort. Et indépendamment de ça, l'industrie française et la France de manière générale disposent d'énormément d'atouts, au niveau technologie, au niveau équipement, au niveau agilité. Et nos partenaires africains arbitrent maintenant non plus uniquement sur les liens culturels et sur l'influence, mais aussi et surtout sur la capacité à structurer, à livrer et à financer des projets compétitifs. Donc il y a vraiment un gros momentum à l'heure actuelle. Alors est-ce que vous pensez que l'industrie française à l'heure actuelle n'a pas encore conscience finalement de ce terrain de jeu, comme vous l'avez appelé, peut être justement un terrain d'opportunité ? Est-ce que vous sentez qu'il y a un rattrapage à opérer ? Alors, rattrapage ou urgence, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que quand on regarde les chiffres à l'exportation, parlons du fameux déclin des entreprises françaises depuis 20 ans, vous avez des parts de marché à l'exportation qui ont été divisées par 2.
On est de 12% à 6%, avec une augmentation considérable d'autres pays comme la Chine. Mais ça, ce sont les chiffres à l'exportation. Quand on regarde ces chiffres à l'exportation, ils ont évolué dans un marché qui a été multiplié par 4. Donc en valeur absolue, les exportations augmentent, en part de marché, ça diminue. Mais quand on regarde un autre métrique peut-être plus important, qui est celui de l'investissement direct de nos entreprises, les fameuses IDE, à l'étranger, on reste le deuxième investisseur européen en Afrique. 40 milliards d'euros de stock d'investissement, plus 60% au niveau des créations de filiales en 10 ans. Donc ça ne raconte pas la même histoire. Donc il y a une toute autre dynamique. Et j'en veux pour preuve, alors j'aurais plein d'exemples à citer, mais par un qui me vient en tête, l'exemple de Vicat, grand cimentier français, et de son entreprise Socosim au Sénégal. Un investissement dernièrement d'un peu moins de 300 millions d'euros dans le 6e four, opéré au niveau de l'ingénierie par un groupe français bien connu qui est le groupe FIV. Donc vous voyez, ces investissements, il y en a énormément chaque année. Ils sont peut-être un peu en dehors des radars médiatiques, mais c'est ce qui fait la qualité de la relation. Donc rattrapage, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas une des vraies opportunités à saisir à l'heure actuelle. Alors des opportunités qui ont aussi été saisies par vous, Abbas. Parce qu'on le rappelle, vous êtes donc à la tête d'un groupe industriel majeur en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Donc le Citrus Holding, c'est donc l'entreprise de départ. Et puis vous avez décidé d'investir en 2020 en France. On va peut-être démarrer par une présentation justement de votre holding en Côte d'Ivoire, en quelques mots. Bonjour Marie-Hélène. Donc moi je suis Abbas Badreddine, président de Citrus Holding, qui détient Plastica Côte d'Ivoire, Continental Shipping, Pro Shipping, Pro Transit et Pro Trading. Donc Plastica est une entreprise... Mettez bien excusez-moi pour qu'on vous entende bien. Voilà. Donc, Plastica est une entreprise qui opère dans l'emballage industriel. On est là pour satisfaire un besoin pour un opérateur qui désire manufacturer des produits et pouvoir les emballer. Donc on est très large en termes de production sur plusieurs activités. Et on fait tout ce qui est économie circulaire. On l'impose dans notre métier parce qu'on veut produire, récupérer l'emballage et le recycler. Ensuite, Continental Shipping est une entreprise qui est basée dans la logistique. Et pour tout ce qui est voie terrestre, donc on a toutes ces entreprises que je vous ai citées tout à l'heure, créent une valeur ajoutée au pôle industriel que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc c'était un complément, c'était pourquoi vous avez choisi justement d'investir en France? Quels étaient les besoins? Pourquoi? Donc en France, l'histoire a commencé en 2020 et la décision avait été prise par rapport à un savoir-faire qu'on n'avait pas pu développer en Côte d'Ivoire. Donc il faudrait le reconnaître que l'industrie française reste un atout potentiel pour l'industrie africain en termes de technicité, de savoir-faire, de développement, de nouveaux projets, de nouveaux produits. Chose que nous n'avons pas encore malheureusement en Afrique. Donc le savoir-faire français est pour nous très important. Pour cela, donc, avec l'acquisition des entreprises en France, nous avons pu créer une synergie nord-sud et sud-nord dans les deux sens et qui nous a permis vraiment de monter en compétences, que ce soit pour le marché africain et de créer plus de valeur rajoutée et ensuite ouvrir de nouveaux marchés tels que tout domaine agricole qu'on ne savait pas le faire en Afrique. Ça s'est développé en France, du coup. Oui, bien sûr, dans les deux sens. Arnaud, la co-industrialisation, qu'est-ce que ça recouvre finalement? De la recherche technique? Qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on va chercher quand on veut co-investir, quand on veut investir un autre pays avec son activité? Attention parce que c'est un mot qui est dangereux pour moi, je peux dérouler pendant 2 heures sur ce Alors malheureusement on n'a pas 2 heures, mais il va falloir être un peu plus concis. Non, écoutez, la co-industrialisation, je pense que c'est un changement de paradigme. C'est comprendre que l'Afrique est un vaste marché, pas uniquement destination d'export final, c'est aussi un marché, je vous parlais avec l'augmentation du nombre de consommateurs, qui présente énormément d'opportunités de coproduction. Pour adresser de nouveaux marchés, qu'ils soient locaux, régionaux et peut-être même internationaux. Mais moi, je fais vraiment le choix de parler uniquement des opportunités à l'échelle nationale. Ce sont des relais de croissance énormes sur du B2B, sur du B2C. Et cette co-industrialisation, quand on y réfléchit, elle est profondément équilibrée. Parce que la plupart du temps, il est question de projets entre entreprises. Et donc, quand elle est bien pensée, on est dans le fameux gagnant-gagnant, qui revient très souvent dans les discussions. Tout simplement parce que ce sont des partenariats industriels qui peuvent prendre plein de formes. Et donc l'Afrique est en train de devenir une base productive dans son ensemble.
L'union fait la force, finalement. Absolument. Comme dans beaucoup de domaines. Vous avez évoqué les PME tout à l'heure. Est-ce que du coup, c'est accessible aux PME, la co-industrialisation aussi, ou juste réservé aux grands groupes ? Alors je dirais même que les PME sont mieux placées, tout simplement parce qu'elles sont plus agiles, elles sont plus fortes sur certaines niches, et tout est une question d'adaptabilité. Et quand on regarde, je reprends le chiffre que je mentionnais en introduction, plus 60% dans la création de filiales françaises en Afrique, on est sur à peu près un peu moins de 2700 filiales à l'échelle africaine. Essentiellement, ce sont des PME. Et donc énormément de PME font le choix d'adresser. Alors quand on parle d'Afrique, c'est évidemment immensément vaste. Mais pour vous reparler de Côte d'Ivoire, de Kenya, de Nigeria, je pourrais également vous parler de la Zambie, de la Tanzanie, qui sont des marchés en pleine croissance, le Ghana aussi qui sort de programmes FMI. Donc il y a véritablement énormément d'opportunités. Et ça, c'est un phénomène qui se développe chez les PME, justement, ce regard ? Absolument, absolument. Et c'est aussi notre rôle chez BPI France de sensibiliser et ensuite d'accompagner et de financer. Et ça au sein de toute l'équipe de France. Et ce que je vous disais en introduction, c'est pas simplement un cap ou quoi que ce soit, c'est une passion. On a vraiment l'Afrique au cœur, et toutes les équipes que j'ai la chance de représenter aujourd'hui, de Casablanca, Dakar, Abidjan et Nairobi, sont à fond sur ces sujets-là. L'Afrique au cœur, votre pays, la Côte d'Ivoire, Abbas, vous l'avez au cœur, j'imagine également, vous êtes passionné. Comment ça s'organise les ponts entre la Côte d'Ivoire et la France ? Et les ponts qui nous lient aujourd'hui, c'est l'histoire quand même. C'est l'histoire, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, en Afrique, il y a plus de 20 pays francophones. Donc il y a une histoire. Et aujourd'hui, je dirais en tant qu'industriel ivoirien, qui est basé aujourd'hui en France et en Côte d'Ivoire, il y a ce qui moi me permet d'être plus agile, c'est que le savoir-faire du terrain local, on le maîtrise. Je ne dirais pas à 100%, mais on le maîtrise. Et ensuite, l'agilité qu'on a en France avec le savoir-faire que j'ai pu me faire, qui permet de monter en compétences aujourd'hui sur les dernières années, me permet d'être plus agile en tant que même chef d'entreprise français sur un marché africain, et en tant qu'Africain sur un marché français, dans les deux sens. Donc, c'est une plus-value dans les deux sens. Je dirais pour tout le groupe aujourd'hui. Donc, on sait plus répondre plus facilement à un besoin, que ce soit sur un territoire africain ou un territoire européen. Voilà. Et comment ça fonctionne justement, toutes ces briques justement que vous possédez entre production, logistique, comment ça s'organise ? Donc je dirais, sur ces trois différentes briques, logistique, industrie et production, il n'y a qu'un seul bénéfice. Donc les trois créent des valeurs ajoutées. Et aujourd'hui, ces différents points permettent à chaque chef d'entreprise de pouvoir mieux organiser et pouvoir créer plus de valeur ajoutée. Donc du coup, quand vous rachetez les entreprises en France, vous en avez un peu évoqué tout à l'heure, vous recherchez un savoir-faire. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies derrière ces rachats ? Donc il y a, en premier lieu, c'est le savoir-faire, la technicité. En deuxième lieu, il y a l'environnement industriel européen et notamment français, qui nous a permis à nous de pouvoir se parfaire. Et en troisième lieu, je dirais, il y a cette co-industrialisation entre la France et l'Afrique qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mieux répondre à un besoin spécifique d'un client. Voilà. Est-ce que l'exemple d'Abbas est reproductible sur d'autres exemples, Arnaud ? Vous en avez en tête ? Ah oui, absolument. Après, l'exemple d'Abbas, il est assez édifiant parce que vous avez un des premiers industriels de Côte d'Ivoire qui a fait le choix, dans une stratégie internationale, de racheter des entreprises en France et qui utilise ces entreprises aussi pour se redévelopper à la fois en Afrique et à l'international. Donc là, on est au cœur du co. Je n'irai même pas sur la co-industrialisation, mais du co tout court. Et en utilisant aussi les outils BPI France, parce qu'il est important aussi de souligner que nous avons aidé du coup le groupe à racheter des opérations pour préserver énormément d'emplois en Haute-Loire. Et donc tout ça met en lumière à la fois ce qu'il faudrait faire, mais aussi tous les outils qu'il est possible d'utiliser. Et là, la palette d'outils BPI France, que ce soit du non financier ou du financier, elle est très importante. Donc oui, et 1000 fois oui. D'ailleurs, je lance un appel aujourd'hui à la fois à l'industrie française et à certains industriels africains de considérer ces options-là. Justement, Abbas, on va parler de l'accompagnement que vous avez eu de BPI France, si vous le voulez bien.
Donc pour moi, BPI France. Mettez bien le micro sur votre. Pour moi, BPI France, c'est une histoire qui s'est créée il y a 5 ans, mais il ne faudrait pas juste axer sur le côté financement. C'est vrai, il y a eu un LBO, BPI France a y participé, mais c'est l'accompagnement, c'est toute la palette de produits que BPI met en place. J'ai eu la chance d'être dans la 7e promotion d'un programme accélérateur ETI qui est fait avec HEC Paris, et ça nous a pris 2 ans, de 2023 à 2025. Mais vous imaginez pour un chef d'entreprise comme moi je dirais, ça nous a permis de monter en compétences. Donc il ne faudrait pas voir BPI France en tant que juste financier et mettre de l'argent sur la table, mais au contraire, il faut bien essayer d'axer les choses sur du développement personnel. Même moi, personnellement, ça m'a permis de pouvoir monter en compétences. Donc vraiment, je saisis l'occasion de remercier et de féliciter l'équipe de BPI, parce que franchement, c'est remarquable ce qu'ils font. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous auraient semblé difficiles à surmonter sans cet accompagnement de BPI France ? Je dirais oui et non, mais voilà, on est des industriels purs, c'est facilitateur, quoi. On sait aujourd'hui se battre sur un terrain, mais BPI, franchement, je dirais, est un soutien incontournable, voilà. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez décidé d'investir en France ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblaient peut-être des points bloquants ? Vous aviez peut-être des a priori, ou est-ce qu'il y avait des difficultés que vous envisagiez ? Bon, des difficultés, c'est qu'à la reprise de certaines structures, il fallait réorganiser un peu les sites de production. Il y en avait plusieurs, donc il fallait regrouper, créer, faire des fusions, absorptions. C'était un peu lent. Mais après, voilà, on a remis des machines en place pour remonter en compétences. On a créé une plateforme logistique. On a essayé de monter en gamme, de regrouper les différentes activités par secteur. Et bon, c'était un peu long. Mais ça a été fait. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans une optique, voilà, il faut relancer les choses, remettre les choses en place. Nouvelle équipe, nouveau dynamisme, et pousser pour aller dans ce sens. Et en même temps, voilà, vous dire, on a pu créer, grâce aussi à Business France, un département export chez nous, qui n'existait pas en France. On a mis en place une équipe, et aujourd'hui, grâce à Business France, on a notre premier VIE. Qui est basé en Côte d'Ivoire, donc un VIE qui est basé en Côte d'Ivoire, donc c'est quelque chose que on n'aurait jamais pu pouvoir l'avoir si on était resté en Côte d'Ivoire. Donc c'est notre pas en France qui nous a permis d'avoir accès à ces différents sujets, et notamment un VIE que j'apprécie beaucoup parce que ça crée de la richesse et c'est multiculturel, et voilà, on est dans un environnement où il faut avancer. Voilà. Alors Arnaud, vous évoquiez justement les offres et l'accompagnement de BPI France avec votre message aux industriels qui pourraient nous écouter. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Parce que voilà, Abbas expliqué, ce n'est pas que du financement finalement. En effet, on marche sur ces 2 jambes en France et à l'international, que sont l'accompagnement non financier, le conseil et le financement. Mais pour être plus précis sur les activités Afrique et sur ce qui anime notre quotidien de Casablanca à Nairobi, le périmètre, c'est véritablement le commerce. Alors, il y a l'export depuis la France, et ça commence évidemment en France avec des accélérateurs, avec toute une boîte à outils financière, de garantie, de crédit. On fait même un peu de fonds propres, alors pas destinés aux opérations export, mais ça peut servir aussi. Donc tout ça depuis la France. Et depuis le terrain, si je devais résumer, on est des impresarios d'opportunités de business development. C'est-à-dire qu'on vit au quotidien avec un grand nombre d'industriels à l'échelle panafricaine, bien au-delà de l'Afrique francophone, pour étudier des plans d'investissement, des besoins, et voir dans quelle mesure il est pertinent de faire du matchmaking avec les bons partenaires français, des équipementiers, du service, peu importe, pour ensuite pouvoir structurer, financer des contrats. Donc de manière un peu plus technique, on fait du financement de contrats, et on fait aussi du financement de projets. Et donc le financement de projets, c'est pour des gros projets en général d'infrastructure ou d'énergie qui nécessitent la création de véhicules spéciaux. Donc je ne serai pas plus technique que ça, mais on a une belle palette d'outils et une grande variété d'actions. Et est-ce que vous organisez aussi des temps d'échange, des temps de rencontres ? Alors, plus que des temps d'échange, ça on le fait très régulièrement, mais on organise des grands événements. À l'image de Big, on a adapté l'esprit de Big dans une franchise africaine qui s'appelle Inspire and Connect Africa, qu'on déploie depuis 2021 à Abidjan, et qui vise précisément, comme son nom l'indique, à inspirer,
et à connecter. Et cette dimension inspirationnelle, elle est fondamentale. Parce que le business, ça commence par la confiance et l'inspiration, très souvent. Moi, quand j'entends Abbas, je suis particulièrement inspiré. Ça me donne envie d'en savoir plus. Et donc, l'idée, c'est de mettre Abbas et des Abbas un peu partout sur scène pour raconter leurs histoires, pour inspirer le plus grand nombre. Et la dimension courant d'affaires, business, elle vient après. Donc... juste je terminerai là-dessus, Marie-Hélène, on organise en marge du prochain sommet Afrique-France, le 11 mai, à Nairobi, une nouvelle édition d'Inspire and Connect au format bleu-blanc-rouge, qui sera le business forum du sommet Afrique-France. Arnaud, quels sont les secteurs les plus porteurs à l'heure actuelle en Afrique ? C'est une très bonne question, je vais essayer de résumer. Il y en a beaucoup. Tellement il y en a. Alors si je devais résumer, je commencerai par l'agroalimentaire. Je crois qu'au global, le continent importe 50 milliards de ses besoins en matière alimentaire. Donc en marché de substitution, c'est véritablement énorme. Et partout, il y a cette volonté de transformer davantage les ressources locales. Et ces ressources locales, la plupart du temps, c'est des commodities, c'est des matières premières et c'est de l'agro. Donc énormément d'opportunités. Nous, c'est un secteur qu'on finance énormément dans l'avicole, dans le matériel de riziculture, dans plein de secteurs, je pourrais tous vous les faire. Donc l'agro numéro 1. Ensuite, très vite, l'énergie, avec un gisement de croissance énorme. Je crois que le continent, c'est 60% du potentiel solaire mondial. Et on a de très belles boîtes, de très bons développeurs français qu'on accompagne et qu'on finance, qui sont en capacité de monter des projets, notamment de centrales solaires, de photovoltaïque. Et pas forcément des très gros projets. Des petits projets adaptés à des industriels. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le CNI. Donc l'énergie numéro 2. Ensuite, je dirais les infrastructures numériques. Vous avez un continent qui se digitalise à la vitesse de la lumière. Je crois que c'est 700 milliards, les paiements mobiles en Afrique et du digitaux, c'est 700 milliards de dollars l'année dernière. Donc c'est colossal, avec tous les besoins que ça sous-tend sur l'infrastructure réelle, sur les câbles, etc. Donc infranumérique. Ensuite, je ne pourrais pas ne pas parler de la logistique. Tout ce qui touche à la logistique et aux infras de manière générale, pour la connectivité. Enfin, c'est fondamental. Il y a un gap énorme à ce niveau-là. Et ensuite, pour terminer, tout ce qui est santé et pharmaceutique. Encore une fois, le continent importe 80% de ses besoins. Donc en matière de production, alors c'est pas pertinent dans tous les pays pour 1001 facteurs, mais sur les pays les plus sophistiqués, il y a de vraies grosses opportunités de marché. Et à l'inverse, on a évoqué pas mal justement de marchés déjà, de domaines, de compétences. Est-ce qu'il y aurait des secteurs niches qu'il ne faudrait pas négliger également ? Alors ça, c'est une question que j'adore. C'est une question que j'adore parce que là aussi, il y en a plein. Il y en a plein. Je pense que l'attention, elle est malheureusement, heureusement, je sais pas, mais concentrée trop souvent sur les gros projets d'infrastructures, les ponts, les métros, peu importe. Alors que la vraie valeur, elle est sur des maillons de taille intermédiaire, dans les maillons invisibles de la chaîne industrielle. Et je pense à l'équipement, je pense à la maintenance, je pense au froid industriel, je pense à la transformation de second rang. Donc avec un gros potentiel de croissance. Donc là, sur l'industrie et la petite industrie. Merci Arnaud. Abbas, on parle de valeur. Avec votre double présence Afrique-France, où est-ce que vous créez le plus de valeur aujourd'hui ? Je dirais en Afrique, en Côte d'Ivoire et notamment sur tout le continent africain, parce que vous savez aujourd'hui l'Afrique, c'est un marché, comme je l'ai dit tout à l'heure Arnaud, c'est un marché aujourd'hui de 1,3 milliard d'habitants. À l'horizon 2050, on passera à 2,5 milliards, il va doubler. Et on est en constant, je dirais en continu investissement. On est toujours en train de racheter des machines par-ci, par-là, installer de nouvelles machines. Et notamment, tout besoin, il y a un gros besoin aujourd'hui en Afrique. Donc je pense qu'il y a un gros besoin, il faudrait que les industriels français essaient de venir un peu plus visiter ces pays parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et votre implantation en France, est-ce qu'elle vous apporte de nouveaux marchés ? Évidemment, oui. Des marchés qu'on n'arrivait pas à répondre à des besoins très techniques. Donc aujourd'hui, ces marchés, on a pu les récupérer, qui étaient des produits fabriqués en Asie. Donc aujourd'hui, on les produit entre la France et la Côte d'Ivoire. Et ils nous ont permis d'ouvrir sur d'autres marchés. Donc on a pu accéder à des entreprises, des multinationales qu'on n'arrivait pas à l'époque à avoir accès. Aujourd'hui, grâce à notre savoir-faire français et ivoirien,
On a pu avoir accès à ces marchés avec des produits fabriqués en France et en Côte d'Ivoire. Mais cela nous a permis de développer d'autres produits. Donc immédiatement, dès qu'on a eu accès à ces multinationales, ça nous a permis de pousser plus loin et aller répondre à des besoins plus techniques, plus spécifiques, et elle nous a poussé à faire des nouveaux investissements. Et c'est le cas aujourd'hui où on est en pleine installation d'une très grosse machine chez nous à Abidjan qui pèse plus de 300 tonnes. Vous imaginez un peu 300 tonnes sur quelques mètres carrés pour répondre à un besoin spécifique technique pour un client, pour une multinationale qui opère dans l'agroalimentaire. Vous vous sentez plus agile et plus compétitif qu'un groupe européen ? Je dirais oui, parce que du côté africain, donc j'ai de l'expertise française. Du côté européen, j'ai la casquette africaine qui me permet d'être plus agile, de répondre à un besoin plus rapidement. Voilà. Donc le fait d'être venu en France vous a ouvert de nouveaux marchés, mais à l'inverse, le fait d'aller en Afrique, est-ce que ça peut ouvrir des marchés internationaux ? C'est à vous deux que je pose la question, mais Abbas, je vous en prie. Moi, j'y crois beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la Chine et de l'Inde. Mais moi, je crois beaucoup en Afrique. Et je pense que l'Afrique peut un jour devenir très rapidement une base industrielle au niveau indien ou chinois. Vous partagez cet avis, Arnaud ? Je le partage absolument, mais je nuancerai le propos, parce que je ne veux pas faire ici l'apologie de la délocalisation. Quand on parle de co-industrialisation, on parle véritablement d'opportunités de coproduction, encore une fois pour adresser ces besoins nationaux qui sont énormes et des besoins régionaux, avant de parler de réexporter ailleurs et notamment en Europe. Donc considérer ces marchés-là davantage comme des relais de croissance plutôt que des opportunités de délocaliser. Et alors, on va parler maintenant des freins et des clés de réussite pour les industriels français qui nous écoutent. Arnaud, quels sont-ils, selon vous, les freins que peut rencontrer un industriel français qui envisage l'Afrique ? Déjà, alors, ça doit dépendre aussi du pays qu'il vise, peut-être. Absolument, c'est très dépendant, mais après, ce sont à peu près les mêmes partout. Et moi, je distinguerais entre les freins réels et les freins perçus. Et les freins réels, on ne peut pas les nier. Vous avez de la complexité logistique, un coût du transport qui est très cher partout pour plein de raisons sous-jacentes. Vous avez de l'infrastructure pour connecter des pays qui n'est pas encore totalement fonctionnel dans l'ensemble. On parle d'un continent de 54 pays, donc c'est difficile de résumer, mais celui de la complexité logistique. Ensuite, naturellement, le coût de l'énergie partout, qui va continuer à augmenter pour les pays qui importent. Mais là aussi, on a quelques beaux exemples. Je pense de la méga raffinerie du groupe Dangote au Nigeria qui va commencer à raffiner la production de pays de la région. Je veux dire, c'est historique depuis le temps qu'on en parle. Donc le coût de l'énergie. Ensuite, vous avez aussi une forme de complexité réglementaire dans certains pays. Le coût du capital local aussi, mais ça dépend vraiment des pays parce que vous avez des pays plus sophistiqués que d'autres en la matière. Là, je pense à l'Afrique du Sud et à son système bancaire. Donc c'est vraiment à géométrie variable. Et ensuite, le plus grand dragon, je dirais, à combattre, c'est celui du risque perçu. Parce que très souvent, le sujet, c'est moins la réalité du terrain que la perception du risque qu'on en a, en particulier à l'heure actuelle, depuis la France et depuis l'Europe. Et ça a pour base plein de choses historiques, et notamment pour beaucoup une méconnaissance des marchés, une volonté d'homogénéiser à tout prix, avec pour base ce qui a pu se passer au Sahel depuis quelques années. Bon, le Sahel, on parle de 4 pays sur 54. Il y a un monde au-delà. Donc, ce serait plutôt de travailler avec les spécificités de chaque pays. Exactement, spécifiques de chaque pays, et elles sont vraiment spécifiques à chaque pays. Parfois, on peut élargir au niveau de blocs de 2-3 pays, et donc au niveau de régions, mais c'est vraiment d'avoir une approche très, très ciblée, très pragmatique. Et vous, Abbas, en Côte d'Ivoire, qu'en est-il justement des freins que pourrait rencontrer un industriel français ? Pour moi, je dirais, pour un industriel français, ça serait bien s'il veut s'installer en Afrique, pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir un partenaire local. Il est très important d'avoir la connaissance du terrain et du système qui est mis en place. Donc il faudrait trouver un partenaire local qui soit fiable, évidemment, bien sûr, et penser... je ne veux pas dire délocaliser, c'est pas le mot qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, on produit en France, il faut toujours produire en France, comme dans notre cas, nous, il ne faut pas penser à délocaliser. Mais au contraire, il faudrait peut-être s'installer en France pour créer, en Afrique, pour créer un nouveau marché africain qui est large et qui a une masse de progression énorme. Aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, l'Afrique, c'est un taux de croissance à 2 chiffres. Il y a plus de 20
pays, je pense, qui ont un taux de croissance de plus de 5%. Et il y a plus de 5 pays qui ont un taux de croissance de plus de 7%. Donc il y a une marge de progression à faire. Donc choisir un bon partenaire local, ça c'est inévitable. Et se faire bien accompagner par des cabinets et des conseils sur place. Oui, c'est vrai que ce voyage se prépare évidemment. Arnaud, d'autres clés de réussite qu'un partenaire local, vous en avez à nous partager ? Alors le premier, je vais reprendre un peu ce que vient de dire Abbas, mais le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de précisément cibler les marchés. C'est-à-dire évidemment de ne pas avoir sa approche homogène, y aller en identifier des écosystèmes précis et du coup en se préparant le plus possible. Ensuite, numéro 2, trouver le bon partenaire. Un bon partenaire vous fait gagner 3 ans, un mauvais vous fait perdre 10 ans, voire détruit tout. Et donc il faut investir le temps et l'argent nécessaires, très souvent, à la recherche de ce bon partenaire-là. Et comment on trouve le bon partenaire si on ne connaît pas du tout ? Il y a tout un réseau qu'il est possible d'activer et on sera ravis chez BPI France, chez Business France, dans toute la Team France de conseiller le plus possible. On a la chance d'avoir un réseau maintenant très très pointu sur au moins une quinzaine de pays africains, anglophones, francophones, lusophones. Donc on sera ravis d'approfondir avec celles et ceux qui sont intéressés. Merci Arnaud. Juste rajouter petit truc. Il ne faut pas réfléchir sur du court terme pour l'Afrique. C'est des pays aujourd'hui, et c'est un continent où il faut réfléchir sur du long terme. Donc il n'y a que par le long terme qu'on réussira à développer du business en Afrique. Voilà. Et pour rebondir sur le sujet, long terme c'est le mot-clé, mais aussi ingénierie financière. Il faut bien gérer ses risques. Et pour ça, savoir utiliser toute la palette d'outils de dérisking et de garantie du coup et de financement export. Donc ça c'est très important, tout en ayant, comme le dit Abbas, une vision à 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que ces marchés vont profondément se développer, se structurer, et en étant présents maintenant, dans 15 ans, vous serez particulièrement bien positionné, surtout avec l'accélération au niveau de la ZLECAf. Abbas, justement, la vision vers l'avenir, vous mettez en place le recyclage. C'est très important, cette notion de recyclage dans votre activité. Expliquez-nous de quelle manière. Donc nous, notre business model, il a commencé, si vous voulez, il y a 20 ans, mais c'est dans l'optique de mettre en place une économie circulaire. C'était un mot qu'on ne maîtrisait pas à l'époque. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte, avec notre activité dans la plasturgie, on sait produire un produit pour répondre à un besoin spécifique d'un client. On sait récupérer ce produit après l'avoir été utilisé. On sait le recycler et en refaire d'autres produits. Donc ça crée de la valeur à tous les niveaux. Vous avez un exemple concret ? Je vous donne un exemple tout simplement. Aujourd'hui, Plastica en Côte d'Ivoire produit des palettes en plastique à base de matières recyclées à 100%. Chose qui ne se faisait pas à l'époque. Et aujourd'hui, on essaie de remplacer par le bois. Donc du coup, il y a moins de déforestation. On pousse nos clients à acheter des palettes en plastique qui sont à base de matières recyclées à 100%. C'est de très belles machines, d'un très bel outil industriel qui est mis en place chez Plastica. C'est très beau à voir. Donc si un jour vous avez l'occasion de venir nous rendre visite. Mais cela nous a permis de répondre à un besoin d'un client et de plusieurs clients aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur un secteur très technique et répondre à un besoin d'un produit à base de 100% de matières recyclées. Et pour rajouter dans ce sens, en France, avec l'investissement que nous avons fait ici, localement, on a pu aujourd'hui intégrer des matières recyclées à hauteur de plus de 70% dans des emballages très techniques, poussés pour l'agroalimentaire. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, chez nous, l'économie circulaire est un atout qu'on ne pourra jamais s'en passer. Un argument business même, j'imagine, et même éthique, puisque l'emballage, le recyclage, c'est vraiment une vraie question à l'heure actuelle dans le monde dans lequel on est. Donc vous êtes clairement engagé dans cette question de recyclage. En continuant sur cette vision d'avenir, vous avez investi en France. Est-ce que vous avez d'autres projets justement d'investissement dans d'autres pays ? Donc ce matin, on en parlait avec Arnaud. Je dirais le groupe et l'équipe qui m'accompagne, on est dans une logique de croissance externe. Donc, de rachat d'autres entreprises, de création de nouveaux produits. On s'arrête pas. Donc, si vous voulez, on est jeunes, on veut bosser, on va aller de l'avant et on a, je pense, beaucoup de choses à faire. Et on est dans une logique où chaque année, il faut aller de l'avant. Donc, c'est dans l'ADN du groupe. Donc voilà, on est des entrepreneurs et on pense aller très loin. Voilà.
Et il y a déjà des pays auxquels vous réfléchissez éventuellement? Donc il y a des pays africains notamment, le Bénin, j'en fais la promotion parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, la Tanzanie, le Sénégal. C'est des pays où voilà, on veut s'installer. Toujours dans une optique d'économie circulaire? Économie circulaire, production, répondre à des besoins spécifiques de clients qui ont besoin d'emballage pour leurs produits. On pense beaucoup à l'Espagne. On regarde, voilà, on est vraiment dans une logique de croissance et créer plus de richesse et de valeur. Logique de croissance, effectivement, dans cette co-industrialisation. Oui, Arnaud? Si je peux intervenir sur l'emballage, parce qu'on parlait de niche tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il est important de souligner l'emballage. C'est un marché à l'échelle africaine qui croît autour de 10% par an, donc c'est énorme. Donc là aussi, beaucoup de débouchés pour l'industrie française en la matière. Et là, il y a plusieurs angles d'approche. Il y a l'implantation en direct, mais qui est en général réservée aux entreprises avec déjà une expérience des marchés. Il y a la JV, avec des groupes comme celui d'Abbas. Il y a des partenariats industriels qui pourraient être un peu plus légers. Donc il y a plein de façons de procéder. Mais en particulier sur l'emballage, gros marché. On retient ce secteur du coup. Quand on veut co-investir justement dans un autre pays, quid de la souveraineté industrielle, Arnaud? Pour poser la question, on parle de souveraineté industrielle en France, de la rendre plus forte. En quoi la co-industrialisation peut renforcer la souveraineté industrielle française? Alors, on parle de ça énormément en France, mais on en parle aussi énormément en Afrique partout, de souveraineté tout court et de souveraineté productive. Et la beauté de la notion même de co-industrialisation, c'est qu'elle est équilibrée en la matière. D'un côté, vous avez des opportunités qui consomment de l'équipement et du service, donc de l'export français, si c'est pertinent. Et de l'autre, vous avez des outils de production qui se développent, qui créent énormément de richesses, qui créent énormément d'emplois à l'échelle locale. En plus d'être aussi des opportunités d'investissement et donc de diversification pour des groupes français dans une vingtaine de pays avec lesquels ils partagent des liens culturels et avec des nouveaux pays, dont ceux que mentionnait Abbas, qui sont des relais de croissance énormes. Donc par construction, cette notion de co-industrialisation, de coproduction, elle est très équilibrée et elle est alignée avec ces besoins de souveraineté qui sont les mêmes partout. Vous partagez cet avis, Abbas? Et bien sûr, je suis dans cette logique et un conseil que j'ai à donner aux industriels français, voilà, il faudrait produire en Europe, ne pas délocaliser, c'est pas le but, c'est de produire pour le marché européen, s'installer en Afrique, pouvoir produire pour le besoin africain et créer une chaîne de valeur entre les deux, dans les deux sens, sud-nord et nord-sud, et parler de complémentarité, je dirais. Donc aujourd'hui, je prends mon cas, moi, un produit que je produis en France, je ne vais pas le produire à Abidjan. Donc il y a une complémentarité entre les différentes structures. On parle beaucoup aux industriels français, mais là, si on parlait aux industriels africains pour venir en France, qu'est-ce que vous pourriez dire, Abbas? Et moi, je leur dirais, il y a beaucoup d'opportunités en Europe, notamment en France. Il y a un savoir-faire à venir chercher. Il y a une technicité qui est incontournable. Hein. Et aujourd'hui, sur le plateau industriel français, on retrouve un savoir-faire qui, pour moi, nous a permis à nous d'aller de répondre plus rapidement à des besoins clients. Et il y a, je dirais, cette structuration qui est mise en place en France qui, moi, m'a permis de pouvoir mieux me restructurer en Afrique. Donc il y a beaucoup à apprendre, voilà. Ça, c'est un des points positifs, la structuration. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez découverts en France? Donc on a parlé de structuration, on a parlé de savoir-faire, on a parlé de retrouver des hommes et des dames qui ont des valeurs exceptionnelles, qui sont des gros travailleurs. Et je dirais transfert de savoir-faire, voilà. Je crois que vous voyagez beaucoup du coup dans votre travail, Abbas. C'est un besoin de vous déplacer, d'aller physiquement à la rencontre des gens aussi? Pour moi, tout voyage est bénéfique et opportuniste. On peut être dans l'avion et tomber sur avoir un client ou un fournisseur. Vous arrêtez jamais en fait. On s'arrête jamais. Et comme je dis tout à l'heure, on est dans une logique de développement et pour moi, voyager, que ce soit dans le continent africain ou européen ou asiatique, aujourd'hui, en termes d'opportunités, il y a toujours des retombées positives après un voyage.
Arnaud, votre vision à 5-10 ans, justement, des relations industrielles entre ces deux continents, l'Europe, alors la France et l'Afrique? Oula, ça c'est une sacrée question. Bah oui, limite un sujet de bac. C'est une sacrée question à ce stade de la discussion. C'est pour donner une vision d'avenir. Ouais, si je devais me projeter dans un exercice prospectif, je dirais que la relation, elle devrait nécessairement évoluer dans une logique davantage équilibrée et productive. À l'échelle africaine, le continent va continuer dans ses principaux pays à développer des capacités industrielles et l'Europe va, je pense, davantage raisonner en matière de coproduction et de chaînes de valeur partagées, propulsées par tous les facteurs dont on a discuté un peu plus tôt. On a peut-être moins parlé du sujet des métaux critiques, mais vous avez toute une chaîne de valeur métaux critiques qui a évidemment pour racine profonde le continent. Et donc tout ça va faire que le continent dans son ensemble va devenir encore plus vite, encore plus fort, une base productive. Et tous les groupes européens, français, qui auront su capitaliser sur ces opportunités maintenant seront celles et ceux qui vont, je dirais, véritablement réussir dans la durée. Donc si je devais terminer par quelques mots un peu clés, je dirais que le moment, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant, Abbas, vous confirmez? Moi, je confirme. Et vous savez, je prends la France et l'Afrique, ou bien l'Europe et l'Afrique, sont des continents liés par une histoire. Et je crois à ce rapprochement qui pourra permettre à ces deux continents d'être gagnants dans les deux sens. Par rapport aujourd'hui à la concurrence américaine ou la concurrence asiatique ou au Moyen-Orient. Pour moi, je crois que l'Europe et l'Afrique sont l'avenir. Eh bien, on va clôturer sur ces belles paroles. Abbas, merci Arnaud d'avoir été présent avec nous sur le plateau TV de la French Fab. Alors, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est une chose simple, la co-industrialisation ne se fait plus à sens unique. Et la vraie question pour les industriels français ou africains n'est plus de se dire faut-il y aller, mais comment construire des chaînes de valeur intelligentes entre la France et l'Afrique. Merci à tous les deux et je vous souhaite une très belle journée sur le Salon Global Industrie. Bonne journée. Merci à vous. Merci.